Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Rockets qui sont en feu, du Magic où Franz Wagner explose, de Tyrese Haliburton qui nous inquiète. Pour m'accompagner, je salue Charles sans tarder. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, déjà comment vas-tu ? Oh bah écoute, très bien, et toi ? Eh ben écoute, ça se passe bien. Ça se Fin passe de bien. semaine, c'est l'heure du podcast, donc forcément on est content. Je voulais parler avec toi avant qu'on aborde nos grands sujets, notamment Houston, dont j'ai extrêmement hâte de te parler. Ouais, pareil. Je voulais parler rapidement à Boston du retour de Kristaps Porzingis qui est venu renforcer une équipe de Boston déjà dominante. Il est revenu face aux Clippers, il a signé 16 points, 6 rebonds, 2 contres. Ça s'est passé absolument dans une aisance et d'une fluidité incroyable. Et quand tu vois les Celtics qui sont déjà extrêmement forts défensivement, il va venir rajouter de la présence au cercle. Euh, j'ai envie de dire que la vie est injuste pour le reste de la NBA. Ouais, tout à fait, tu l'as dit, c'est extrêmement serein, c'est à l'image de ce début de saison de Boston. On a un peu l'impression que tout va bien, qu'il n'y a aucun nuage à l'horizon. Alors attention, on va pas s'enflammer, on sait très bien que tout peut changer, il suffit d'une blessure ou d'un simple caillou pour gripper une machine qui fonctionne bien, mais voilà, c'est à l'image de ce début de saison de Boston, très tranquille. Ouais, ils sont au même net rating que Oklahoma, juste sur leur talon, il y a les Cavaliers. Ils ont un net rating de 10,7. C'est la troisième meilleure attaque, la huitième meilleure défense de la ligue actuellement. Sur la base de combien de matchs joués ? 18 matchs pour Boston. Donc voilà. J'avais entendu dire que Porzingis reviendrait plus tardivement, qu'ils allaient le garder au frais pendant un plus long moment. Et moi, je voyais plutôt un retour en 2025. Le voilà déjà. Donc, écoute, bon courage à Porzi et aux autres surtout qui vont devoir se cogner cette équipe de Boston qui est vraiment d'une profondeur et d'un talent hallucinant. Ah ouais, on lui voit pas trop de points faibles, quoi. Ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très, très impressionnant. On va parler des Wolves, qu'on fait une excellente rencontre l'autre fois face à Boston. Et Anthony Edwards, qui n'a pas mâché ses mots envers ses coéquipiers après la défaite de Minnesota face à Sacramento mercredi. Alors, il s'est inclus lui-même dans les critiques, hein, mais il a notamment expliqué qu'actuellement, dans le vestiaire des Wolves, ça se passait pas bien, que le dialogue était un peu éteint entre les joueurs, qu'ils ne se parlent pas et qu'ils n'arrivent pas donc à régler les problèmes. Et j'ai trouvé ça assez inquiétant. C'est vrai que le début de saison de Minnesota n'est pas ce qu'on pouvait espérer après une qualification en finale de conférence. On se doutait bien que le transfert de Karl Anthony Towns allait forcément casser un petit peu le rythme, rompre les automatismes, contraindre un peu tout le monde, que ce soit le coaching staff et les joueurs eux-mêmes, à intégrer Julius Randle, Dante DiVincenzo qui joue beaucoup de minutes, et donc ça demande une vraie adaptation de tout le monde. Mais là, c'est plus en termes de relations humaines auxquelles il fait référence. Et c'est pas que ça m'étonne, mais je me dis que c'est un problème qu'il faut absolument régler côté Minnesota. Ah mais moi ça m'étonne carrément, surtout quand tu vois dans l'effectif la présence d'un mec comme Mike Conley qui est quand même Tout à d'abord fait. extrêmement expérimenté mais qui est en plus assez réputé pour être justement un peu cette glu dans un vestiaire. Et quand je dis glu, c'est dans le sens il colmate les brèches, il sait réagir et dire les choses quand il le faut en temps normal. Et effectivement, oui, les déclarations d'Anthony Edwards, elles sont plus flippantes que les résultats, parce que c'est clair que quand il explique qu'ils n'arrivent pas à se parler, qu'ils sont soft collectivement, et quand il parle de soft, il veut pas dire sur le parquet, il veut dire dans les vestiaires, ce qui veut dire en gros, enfin moi je l'interprète comme ça en fait, je l'interprète comme ils n'arrivent pas à se faire des reproches constructifs en fait. Au moindre reproche, ils sont tous dans la négativité, ils interprètent les choses mal, ça risque de se braquer. Ouais, il dit quand même, on s'est éloignés les uns des autres, c'est extrêmement flippant et surtout en fait c'est une tendance lourde en fait. Comment est-ce que tu répares ça, tu vois? C'est pas juste t'améliorer en attaque ou c'est pas juste trouver des solutions en défense. Là, on est vraiment dans un problème de relations humaines et effectivement, c'est inquiétant. Ouais, ces mots ne sont, enfin voilà, il parle de négativité dans le vestiaire carrément, tout en soulignant le fait que il y a pas grand chose non plus qu'à changer. C'est-à-dire que la Mais c'est ça. plupart
90% de l'effectif est le même, qu'ils ont ajouté 2 joueurs qui sont dans la rotation. Et en plus, ils ont le rookie, la Dillingham, qui fait des matchs, qui montre un vrai potentiel, qui devrait justement encourager tout le monde, du style on a fait un bon choix de draft, on a un effectif qui est solide, expérimenté, et il n'y a plus qu'à, et ça se passe pas, effectivement. On a vu aussi cette espèce de brouille sur le terrain entre Julius Randle et Rudy Gobert. Rudy Gobert qui n'a pas eu patience parce que Julius Randle ne lui a pas fait la passe dans la raquette, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Anthony Edwards qui ensuite allait parler à Rudy Gobert du style pourquoi tu t'es tapé tes 3 secondes dans la raquette pour bouder, pour avoir une attitude un peu Bah, pas constructif, quoi. oui, voilà, pas Là, constructive, on est quoi. clairement dans l'attitude négative qu'il évoque en conférence de presse. Ouais. Exactement. Et Julius Randle, toi et moi, on sait très bien, enfin, on l'a déjà critiqué pour ça. Il porte un peu ses émotions sur son visage, Julius Randle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, dès que ça se passe pas, dès que ça va pas dans son sens, dès qu'il estime que c'est pas comme ça que ça devrait se passer, tu le vois immédiatement. C'est assez fou physiquement comment ça s'exprime. Et ces derniers temps, on voit bien qu'il y a des choses qui l'énervent, qui l'agacent, quoi. Bien sûr. Et je pense que ça participe à. Alors, j'essaie pas de mettre ça uniquement sur le dos de Julius Randle, qu'on se comprenne bien. Bah, C'est non, clairement un problème collectif. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui marine dans ce vestiaire qui n'est pas bon. ouais, c'est collectif et c'est plus profond aussi, parce que si tu veux, quand il parle en fait quand il explique que les joueurs sont en train de s'éloigner les uns des autres, qu'ils écoutent plus les coachs, etc., c'est qu'il y a quand même quelque chose qui s'est cassé dans ce vestiaire. Ça peut pas être juste l'intégration de Julius Randle qui crée ça. Alors, est-ce que c'est que le vestiaire n'accepte pas le trade qu'il y a eu il y a quelques semaines? C'est difficile aujourd'hui de le dire. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en interne? On sait pas et on le saura probablement pas tout de suite. Si ça finit par sortir, ça sera certainement pas dans l'immédiat. Donc on va voir, mais c'est clair que la situation, elle est inquiétante. Ouais, tu fais référence au fait qu'Anthony Edwards explique que les schémas défensifs qu'ils appliquent sur le terrain ne sont pas du tout ceux qui sont prévus par les coachs Bah ouais, ouais, et que lui-même ne s'explique pas le fait qu'ils sont incapables de, de mettre ça en place, quoi. c'est clair. Mais c'est vraiment Donc, l'équipe, c'est vraiment l'équipe de tous les inattendus, ces Wolves. On les attendait pas du tout aussi performants l'année dernière et on les attendait beaucoup plus performants cette année. ouais, il y avait aussi cette histoire de Jaden McDaniels qui apparemment était assez frustré par son rôle dans l'effectif. Il y a eu cette rumeur-là en début de saison, Mmh. comme quoi il était assez frustré du fait de ne pas avoir plus souvent la balle dans les mains et qu'il est encore à un âge où il se sent capable de faire autre chose que la mission qu'on lui donne actuellement au sein des Wolves. Et je pense qu'effectivement, la présence de quelqu'un comme Julius Randle qui tient beaucoup plus le ballon, beaucoup plus que Karl Anthony Towns le tenait, par Ah exemple, bah, très clairement, oui. euh, je pense il y a peut-être de ça aussi. En tout cas, on va suivre cette histoire de Minnesota et on va regarder ce que ça donne parce que je pense que c'est vraiment une des histoires potentiellement les plus importantes de la conférence Ouest cette saison. Si ça continue comme ça, ce qui règle pas rapidement le problème, ça serait quand même hyper étonnant qu'une équipe qui était dans le Final Four la saison dernière dévisse totalement avec le talent qui pullule dans l'effectif, quoi. Ah bah c'est clair, hein, c'est clair. Là, ils sont quoi? Ils sont 12e à l'ouest, c'est catastrophique. Ouais. Oui, c'est catastrophique. Ouais. On va parler d'une équipe qui, elle, n'est pas catastrophique, pas du tout. C'est même peut-être l'équipe la plus fascinante de cette saison pour le moment, les Houston Rockets. Pourquoi? Parce qu'elle possède de jeunes talents, une défense de fer, une profondeur de banc et surtout une liste impressionnante de pics de draft qui en fait une des rares équipes capables de monter n'importe quel transfert si une opportunité venait à se présenter. Elle a déjà été dans les rumeurs du transfert par Adrian Wojnarowski avant qu'il prenne sa retraite. Mark Stein, plus récemment, a également fait écho de certains intérêts côté Houston pour monter un gros transfert. On va en parler un peu plus tard. L'équipe est actuellement dans le top 3 de la conférence Ouest. Elle affiche un des net ratings les plus élevés de ces dernières années, de son histoire. Hein. Clairement, si tu regardes un petit peu le net rating actuellement des Rockets, en termes d'efficacité offensive, le ratio efficacité offensive-défensive, on est très proche de ceux des équipes de 2017-2018, où qu'on était au sommet de la carrière de James Harden. Ce qui n'est donc, ce qui pour moi signifie quand même beaucoup. Ils parviennent à réaliser tout ça avec un Jalen Green qui est sur courant alternatif. En ce qui concerne son efficacité au tir, il est même très peu efficace au tir.
Idem pour Fred VanVleet. Tout ça ne les empêche pas, malgré tout, d'engranger des résultats. Pourquoi? Parce que c'est en défense que les Rockets font leur beurre en ce début de saison, avec notamment Dylan Brooks et surtout les Terror Twins, Tari Eason et Amen Thompson. Houston est clairement installé parmi les équipes les plus redoutables de sa conférence actuellement. Charles, je voudrais avoir ton sentiment sur ces Rockets. Bah, c'est dingue. Enfin, le début de saison est remarquable, appuyé par cette défense qui leur permet de suivre le rythme du Thunder, hein, en tête de la conférence Ouest. C'est la deuxième meilleure défense de la ligue. Alors oui, en attaque c'est plus compliqué, mais tu l'as dit, le net rating est absolument excellent. Ce qui me marque vraiment, c'est cette défense et cette énergie. Euh, c'est notamment la meilleure équipe de la ligue au rebond. Quand on les voit jouer, on comprend pourquoi. Ils se battent comme des chiens sur chaque rebond, qu'il soit offensif ou défensif. Absolument personne dans cet effectif ne se cache. Tout le monde Ouais, joue le jeu. ils sont au coude à coude avec Memphis, effectivement, et c'est une des plus grosses équipes au rebond offensif. Ils peuvent remercier Tari Eason et Steven Adams pour ça, d'ailleurs. Ouais, bah, clairement. Et non, mais même au-delà de ça, en fait, je trouve que tout le monde, en fait, tout le monde Mm. joue le jeu et tout le monde se bat à 100%. Et puis, ouais, il y a des joueurs qui aiment la bagarre sous les paniers, ça se sent et ça se voit dans les stats. Et ouais, ça s'inscrit dans un contexte qui est global. Je trouve que cette équipe, elle joue à 150% tous les soirs en termes de hustle et d'intensité. C'est certainement l'équipe qui m'impressionne le plus, moi, sur ce début de saison. Et comme les mecs ont peur de rien, ils se donnent comme des tarés, et qu'en plus ils ont des profils polyvalents capables de défendre sur des joueurs plus grands, bah défensivement ça switch comme des tarés à tout prix. Et résultat, c'est cette remarquable défense, notamment sur le périmètre. Je crois que les Rockets sont parmi les équipes les plus efficaces pour limiter les paniers à 3 points. Udoka en a parlé récemment dans The Ringer, il a des profils comme Dion Brooks, Amen Thompson, Tari Eason qui sont capables de défendre sur des joueurs plus grands, et donc il en profite à fond. Et c'est remarquable. Alors évidemment, dit comme ça a l'air simple, sauf qu'en réalité, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de discipline. Et pour le moment, cette équipe le fait à merveille. T'as cité Amen Thompson et Tari Eason qui sont mais incroyables en sortie de banc. On sent qu'ils se régalent à défendre le plomb ensemble chaque soir. Et d'ailleurs, Impressionnant. et ce qui est génial, c'est qu'on sent vraiment qu'ils s'éclatent à faire ça ensemble. Et c'est trop bien de voir que Udoka en a parlé toujours dans The Ringer, il me semble. Il a expliqué qu'il voulait les maintenir en sortie de banc parce qu'il veut continuer à les voir ensemble. Et franchement, mets-toi 2 secondes à la place des adversaires des Rockets, mais quel enfer quand tu vois ces deux mecs-là se lever du banc après quelques minutes de jeu. Tu te dis, voilà, j'aimerais bien être le prochain à sortir parce que vraiment c'est compliqué. Et ouais, je trouve que cette discipline est incroyable, surtout que il y a quand même certains joueurs qui sont vraiment jeunes. Thompson et Eason, c'est 22-23 ans. Sengun, Jabari Smith, Jalen Green, c'est entre 21 et 22. Alors oui, il y a quelques joueurs d'expérience comme Van Vliet, Dion Brooks, Steven Adams, etc. Mais vraiment, c'est trop bien. C'est une équipe qui se repose vraiment sur cette défense et cette énergie, mais aussi sur un collectif qui est très solide. Le scoring est très très réparti. Je crois qu'il y a 7 joueurs à plus de 10 ou 11 points par match. Enfin, c'est vraiment le genre de tableau de stats que moi j'adore voir. Alors on sait que ça peut avoir ses limites, notamment en playoff ou sur certaines fins de match serrés où tu as besoin de pouvoir te reposer sur un scoreur fiable. Mais moi, pour le moment, je me régale devant cette équipe. Ouais. Ouais, j'ai pas retrouvé ce côté pitbull de Thompson et Eason depuis longtemps. Je t'avouerais que le souvenir le plus remarquable que j'ai dans ma tête, c'est Jordan et Pippen qui étaient sur le périmètre et qui traumatisaient les joueurs qui remontaient le ballon. C'est une belle comparaison. Et là, quand tu vois ces deux gars-là qui sont là à taper les ballons dans tous les sens, clairement, tu vois bien que toutes les personnes qui remontent la balle dès qu'ils voient Amen Thompson ou Tari Eason, ils réfléchissent à 2 secondes avant de continuer à dribbler, quoi. C'est assez Et, clair. et tu te retrouves face à des situations, face à des actions défensives qui sont assez rares en fait. Et quand tu regardes les Rockets, eh ben c'est pas rare du tout. C'est quasiment à chaque match, tu vois des actions défensives que tu vois excessivement rarement. Aussi parce que ce sont deux monstres physiques ces joueurs. Amen Thompson, il est d'une rapidité, d'une puissance physique assez déconcertante. Oh, il est flippant. Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça, et comme tu dis, cette capacité à switcher en défense qu'ont les Rockets, c'est Udoka qui explique que ce soit Dylan Brooks, Jabari Smith, Amen Thompson, Tari Eason, il explique qu'il a confiance en eux pour tenir n'importe quel match-up. Ouais. Ce qui leur permet de ne pas faire de prise à deux. C'est une des équipes qui appelle le moins de prises à deux de toute la ligue. Comme tu l'as très bien souligné, il y a une énorme défense sur les tirs à 3 points. Je crois que c'est la troisième équipe de la ligue pour le pourcentage de tirs à 3 points accordés, enfin de tirs pris à 3 points accordés de toute la ligue. Les Rockets, c'était la pire de toute la NBA avant l'arrivée d'Udoka. En fait, Udoka a complètement
mis cette équipe sous sa coupe, l'a montée à son image. Et là, c'est en train de prendre forme, clairement. Et je tiens à rappeler également que Tari Eason et Amen Thompson ont raté 80 matchs combinés la saison passée. Ils ont été beaucoup touchés par les blessures. Après, comme tu l'as souligné, ils sont très jeunes. Et là, c'est peut-être en train de prendre forme. Il y a un bon équilibre entre la jeunesse et les vétérans. Je pense que c'est assez important aussi. Tu vois bien donc que c'est cette capacité à défendre et à switcher, ça leur permet. Ce qui est assez étonnant dans leur défense, c'est également comment ils défendent le weak side, le côté opposé du ballon. Et, et c'est ce qu'explique Udoka, c'est que leur objectif principal, c'est non seulement, bien évidemment, tu défends le pick and roll, tu défends le porteur du ballon, et ainsi de suite, mais ils ont aussi toute une stratégie en place pour défendre les coupes au panier et empêcher toutes les actions qui sont censées, donc par exemple, des écrans, par exemple, des systèmes d'écran loin du ballon, et ben ils ont tout un système mis en place pour essayer de contrer tout ça. Ce qui rend le fait de jouer contre cette équipe extrêmement inconfortable. Et c'est rare en fait. Enfin, cette équipe, elle a vraiment le personnel pour mettre en place une stratégie défensive qui est peu commune, peu répandue dans la NBA. Et ça rend cette équipe de Houston extrêmement singulière. Et j'adore ça. Et dernière chose, et après je te laisse parler, il y a également le fait qu'Alperen Sengun, il lui a demandé non plus de défendre comme il le faisait avant, c'est-à-dire directement sur un joueur à l'intérieur. Il l'utilise aujourd'hui en deuxième rideau comme un patrouilleur de la raquette et il arrive toujours en fait comme les Wolves ont fait par exemple avec Karl Anthony Towns et Rudy Gobert. C'est le meilleur exemple que je peux trouver. Ou les Lakers avec Anthony Davis et Rui Hachimura, quand ils demandaient à Hachimura de défendre directement sur Jokic et permettre à Anthony Davis de venir en second rideau. Au Wolves, c'est exactement comme ça que ça se passait aussi. On demandait à Kat de défendre sur l'intérieur le plus redoutable et à Gobert de venir en deuxième rideau, ce qui permet également de contrer toutes les pénétrations au cercle. Euh, et voilà, et cette équipe, elle est absolument fascinante, quoi. Alors, elle est jeune, il y a des erreurs qui sont faites, il n'y a pas toujours les bonnes lectures, notamment offensivement, mais tu vois qu'il y a personne qui est là à râler, il y a personne qui sort de son match, il y a une concentration, une volonté collective, et comme tu l'as dit, ils se battent, enfin, il y a une, une bataille dans le cœur de ces joueurs qui est assez impressionnante, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que moi j'aime vraiment bien l'état d'esprit de cette équipe, on sent vraiment beaucoup de solidarité et on sent vraiment qu'ils prennent plaisir à jouer ensemble et à mettre la misère aux meilleures attaques de la ligue. Franchement, enfin, pas grand monde ne les attendait aussi haut. Alors attention, hein, on en est pas encore très avancé dans la saison, rien ne dit qu'ils termineront sur le podium à l'Ouest, mais quand Tout à même, fait. on peut quand même tirer un grand coup de chapeau à Udoka pour ce début de saison. Il confirme tout le bien qu'on pouvait penser de lui après sa saison à Boston. Mais oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu t'as parlé des difficultés offensives. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on voit très clairement les axes d'amélioration de cette équipe. Ils sont vraiment en galère sur certains secteurs de l'attaque, et c'est des éléments sur lesquels ils devront progresser pour être ambitieux. Tout à fait. On en a vu en plus l'année dernière des équipes très sérieuses défensivement qui ont souffert d'un certain manque de solutions en attaque, notamment les Wolves, voire même parfois les Knicks avec les blessures. En Euh, fait, aujourd'hui, les Rockets n'ont pas l'attaque qui leur permettrait d'être contenders, combien même exactement. on voudrait les voir beaux et magnifiques et se dire, ah là là, ils vont forcément jouer un rôle. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas l'attaque nécessaire. Je sais plus où ils en sont, mais je crois que c'est la 18e attaque de la ligue actuellement, un truc comme ça. Je vais vous dire 17e Ouais, 17. avant avant Thanksgiving. Donc il y a ça qui joue en ligne de compte et on va en parler après parce que ça va peut-être, on va parler peut-être des potentiels transferts. Donc il y a ça qui rentre en ligne de compte. Maintenant, clairement, c'est une équipe pour la sortir en playoff. T'as pas intérêt d'arriver mi-figue mi-raisin, quoi. Si t'es pas sur un effort maximal, ils vont te punir immédiatement, quoi. Oui, et même, en fait, même dans la situation actuelle, c'est une équipe qui, en fait, on parlera de trades possibles après, mais même en fait, en interne, cette équipe, elle peut progresser, en fait, sans même faire de mouvement nécessairement. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est bon, alors Jalen Green, évidemment, il doit progresser dans Complètement. sa sélection de tir. Globalement, de toute façon, cette équipe a peu d'adresse, notamment à 3 points. Je crois qu'ils sont parmi les 5 pires équipes de la ligue dans ce domaine. Au lancer, pareil, c'est vraiment pas terrible. Bref, on voit bien qu'il y a beaucoup d'axes d'amélioration, et en fait.
c'est fou parce qu'il y a des joueurs, alors oui, il y a des joueurs d'expérience, mais il y a aussi un noyau de jeunes qui va continuer à progresser, et même parmi les plus expérimentés, un mec comme Fred VanVleet, par exemple, il vaut mieux que ses chiffres d'adresse sur ce début de saison. Enfin, il me semble qu'il est à peine au-dessus des 30% à 3 points, il peut être plus adroit. De la même manière, en termes de circulation de balles, c'est pas extraordinaire, il y a très peu de passes décisives, alors il y a pas Ouais, beaucoup de ouais, tout à turnover, fait. mais voilà, il y a des mauvais Peu de tirs. balles perdues, mais c'est une des équipes où il y a le moins de circulation du ballon Voilà, c'est ça. En fait, il et y a le des moins de mauvais passes. tirs qui sont pris parce qu'il y a trop peu de mouvements cohérents en attaque, et tout ça, c'est des éléments qui vont pouvoir être réglés. D'autant plus qu'on sait qu'Ime Udoka, il est tout à fait capable de mettre au point des attaques cohérentes. Donc voilà, et ce qui est intéressant, moi, le dernier truc, en fait, c'est que le succès de cette équipe, finalement, il repose pas principalement sur la production des deux qu'on attend comme les leaders, à savoir Green et Sengun. Et ça va donner au front office une vraie marge de manœuvre, parce que si demain, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, ils ont une belle opportunité sur le marché des trades, par exemple, pour faire venir un joueur plus fiable offensivement, eh ben, ça serait pas aberrant d'envisager de sacrifier un mec comme Jalen Green, par exemple. Donc honnêtement, aujourd'hui, pour les fans des Rockets, bah, qu'est-ce que tu veux dire, mis à part attendre l'avenir avec un grand sourire aux lèvres, parce que franchement, il y a énormément de choses qui sont intéressantes, et en plus, franchement, le front office donne des gages de confiance. Euh, Cet été, on se posait la question de la hiérarchie entre Sengun et Green, de leur contrat. On se posait des questions sur la pertinence de leur donner les contrats max ou non. Et finalement, bah, ils s'en sont très bien sortis. Ils ont réussi à les prolonger sans leur donner le max. Bah, Et franchement, puis il y a, il y a- il on y a de en a quoi être pas. confiant. Ouais, on en a parlé surtout que le contrat de Jalen Green est extrêmement particulier. C'est-à-dire que Oui, tout à fait. c'est un contrat de 3 ans qui n'est pas un max avec une option joueur dans la troisième année, ce qui est excessivement. Bah, c'est pas commun en fait comme contrat. Et tout le monde, quand Houston a annoncé ce contrat, d'ailleurs on a fait un podcast sur le contrat de Ouais, Jalen ouais, Green, tout à fait. on a parlé des Rockets et de lui comme étant un des joueurs les plus fascinants parce qu'on voulait parler des Rockets. Dans notre idée, c'était on parlait des 6 joueurs à suivre, des 6 équipes à suivre, et on mixait en fait les deux pour parler des joueurs et des équipes. Et en parlant de Jalen Green, c'est ce qu'on a dit, c'est que son contrat fait de lui un comment dire un, un joueur extraordinairement utile pour tout transfert potentiel dans cette saison ou la saison d'après. Fred VanVleet, il a Team c'est option. une option contrat pour la saison prochaine à 44, à près de 45 millions. Ouais. Donc ça, c'est pareil. Le montant est extrêmement important parce que si tu veux faire venir une star, il faut que tu aies la masse salariale pour faire partir. Dans la nouvelle convention collective, tout salaire que tu récupères, il faut que tu le renvoies derrière. Il faut que ça matche quasiment aux milliers de dollars près, quoi. Donc c'est important. Jabari Smith, c'est pareil, c'est un joueur excessivement important aujourd'hui, de par son profil, de par ses facultés. Même si on peut être frustré par rapport à Jabari Smith, je pense que Jabari Smith, c'est un joueur qui peut frustrer certains fans des Rockets. Parce que certains peut-être le voyaient plus beau qu'il ne l'est aujourd'hui. Et Dieu sait pourtant que c'est un joueur extrêmement utile et qui est capable de faire énormément de choses et qui pour moi, garde un potentiel extraordinaire, quoi, Ouais, clairement. mais c'est un podium de draft, donc forcément les attentes statistiques sont importantes, quoi. Oui, oui, voilà, ouais. Mais défensivement, c'est un joueur extrêmement valable, adaptable, sérieux, appliqué et qui en plus rajoute de l'adresse derrière, quoi. Ouais, non, mais Donc, il s'inscrit extrêmement bien dans cet effectif, honnêtement. il a quel âge, Jabari Smith? Il est pas vieux en Il plus. doit Il a avoir. 21 ans. Ah, j'aurais dit Donc, 22. Ouais, non, il a 21, ouais, t'as ouais, raison. il a 21 ans. Donc, et d'ailleurs, c'est très drôle parce que Udoka, il parle de ça aussi, en défense, comment il arrive à imposer une discipline extrême et en même temps de donner la liberté à ses joueurs de prendre des initiatives. Et je trouve que ça se ressent chez les jeunes joueurs, justement, comme Jabari Smith, comme Amen Thompson, ça se voit beaucoup. Pour en revenir au contrat et à ce que peut faire Houston. Aujourd'hui, Houston n'est pas pressé, n'est pressé de rien du tout. Ils sont pas pressés de faire quoi que ce soit. Ils peuvent tout à fait laisser passer cette saison, continuer à faire grandir cet effectif, laisser une chance à Jalen Green, qui n'a même pas commencé, parce que son contrat sera actif la saison prochaine. Idem pour Alperen Sengun. Quand ces contrats-là vont commencer à rentrer en ligne de compte,
Il va falloir commencer à penser à l'avenir parce que Jabari Smith est lui aussi encore sur son contrat rookie. Amen Thompson, son contrat rookie se terminera à la fin de la saison 2026-2026. Donc ça veut dire que les négociations d'extension et de prochains contrats vont commencer dès l'été 2026. Donc, quelque part, les Rockets sont à la fois... Cette saison, c'est la saison confortable où rien ne les presse à faire quoi que ce soit. Et en même temps, ils savent très bien qu'à partir de l'été prochain, il va falloir très sérieusement commencer à acter un groupe. Dire, Oui, voilà la direction qu'on veut prendre et voilà avec qui on veut aller au combat. Et pour relancer la conversation avec toi, quand tu vois Adrian Wojnarowski qui donc pointait du doigt sur le potentiel intérêt de Houston envers Kevin Durant. Quand tu vois Mark Stein qui a dit Houston, ça se prépare pour un éventuel transfert, ils ont les pièces et ils regardent. Quand on voit que au moment où les Bucks étaient en train de dévisser, là ça va un peu mieux les Bucks, quand ils étaient vraiment dans le dur au début de saison, la première équipe qui était, une des premières équipes qui était citée, c'était Houston. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout. Ils ont le salaire, ils ont de quoi faire matcher les salaires et ils ont les pics de draft de partout. Et ce qui est très très drôle, et j'en terminerai là-dessus, c'est que quand il y a eu ce transfert de Kevin Durant à Phoenix, ils ont échangé les pics de draft qu'ils avaient des Nets. Et donc ils ont proposé aux Nets de récupérer les pics de draft qui leur appartenaient, qu'ils avaient hérité à l'époque du transfert de James Harden. Donc ils ont dit aux Nets, on vous rend une partie de vos pics de draft, et en échange, vous nous donnez ceux que viennent de vous donner les Suns. Et aujourd'hui, les Rockets ont le contrôle de plusieurs pics des Suns, notamment le premier tour de draft de 2027 et le pic le plus favorable au premier tour en 2029, entre les Suns, les Rockets et les Mavericks. C'est eux qui récupéreront le meilleur de ces pics-là. Donc en fait, Raphaël Stone, le general manager, c'est un petit filou, c'est un petit coquin qui est en train de préparer, qui est en train de mettre en place des stratégies qui nous échappent totalement en termes de salary cap et de pic de draft, qui relèvent, je pense que ça relève du génie, quoi, clairement. ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment très impressionnant, c'est que vraiment, même le front office nous donne des garanties qui sont extrêmement intéressantes pour l'avenir. Donc, bah, c'est clair que voilà, tu l'as très bien dit. Aujourd'hui, ils sont dans une situation qui est quasiment parfaite dans le sens où ils ont le temps, ils sont pas pressés, ils ont des jeunes à développer, ils ont déjà une identité de jeu qui est très forte et qui est très intéressante avec des axes d'amélioration qui sont évidents et qui sont pas faciles, mais qui sont tout à fait développables. Et en parallèle de ça, ils sont dans une situation d'attente où ils guettent le marché. Et si un jour il y a une vraie belle opportunité, ils hésiteront pas à le faire, mais pas à n'importe quel prix. C'est aussi Tout à quelque fait. chose qui a été précisé par The Athletic. Ils ne feront pas n'importe quoi sur le marché des trades, même pour un Giannis, même pour un Kevin Durant. Ils iront pas saccager complètement leur noyau de jeunes. Donc ouais, c'est hyper intéressant. Et même au-delà de ça, franchement, c'est un plaisir de voir ces Rockets. Ça fait tellement de bien de voir une équipe se donner autant sur le parquet. Enfin, vraiment, si vous aimez le basket intense et défensif, n'hésitez pas à regarder cette équipe parce que, waouh, c'est une claque tous les soirs. Franchement, c'est vraiment une claque de voir à quel point ces mecs-là se donnent à 2000%. Et c'est trop bien. Parfois, on regrette un peu que la saison régulière, ça soit trop soft ou que ça soit trop pris à la légère par certaines équipes, Ouais, voire certains complètement. joueurs, n'est-ce pas, Jimmy Butler. Et là, vraiment, là, on a une équipe, c'est l'exact inverse de ça. C'est vraiment, t'as l'impression qu'ils jouent un Game 7 de finale NBA tous les soirs, ces mecs-là, quoi. C'est trop bien. Et d'ailleurs, moi, c'est un truc qui m'a toujours échappé, c'est l'espèce de désamour de beaucoup de fans de NBA vis-à-vis de Dylan Brooks. Alors, je comprends pourquoi il a tendance à un peu Ah, il a un côté tête à claque parfois, quoi. cristalliser. Oui, voilà, il a un côté tête à claque, un côté branleur, arrogant, prétentieux, tout ce que tu veux. Ok, n'empêche que à Memphis, il était un des mecs qui était important dans le fait que cette équipe gagne, Oui, notamment dans leur identité défensive. Après, offensivement, des fois, c'était plus difficile, mais on se souvient de performances au tir, tout ça, qui étaient assez catastrophiques parfois. Mais n'empêche que défensivement, dans l'identité de ce qu'était Memphis, Dylan Brooks était central. Et là, il arrive à Houston.
tout le monde ricanait un petit peu du fait que Houston, qu'est-ce qu'ils sont allés lui offrir autant d'argent alors qu'il a un contrat dégressif, hein, Dylan Brooks. Ouais. Il est payé 22 millions cette saison, 21 la saison prochaine, un peu moins de 20 millions la saison d'après. Je veux dire, ça accorde à Houston une marge de manœuvre de dingo. On n'imagine même pas en fait à quel point c'est un geste idéal pour le front office, quoi, en termes de sacrifice salarial, on va dire. Enfin, Oui, mais Dion il prend Brooks, sa thune, mais hein. il souffre un peu de ses déclarations, si tu veux. Il a quand même eu, Oui, il oui, a oui, oui, quand même une d'accord. très grande bouche. Et Bah, en plus, il est allé trash talk des joueurs pas intouchables, tu vois. Que toi, ça a dû te faire plaisir, mais c'est vrai que oui, oui, clairement, oui, quand il grave. avait trash talk LeBron et que derrière les Lakers explosent les Grizzlies, bah forcément, ça lui retombe un peu sur la tronche, tu vois. Ouais, C'est mais normal. moi, justement, c'est ça que je respecte chez ce joueur-là. Et c'est très drôle parce que c'est Fred VanVleet qui en parle. Il dit, probablement que je pouvais pas blairer Dylan Brooks avant d'arriver à Houston, et maintenant que je le connais, je suis prêt à aller à la guerre avec lui, quoi. Ah, mais c'est sûr que c'est plus courageux de Et trash c'est talk typiquement LeBron ce. James que de trash talk Rudy Gobert, par exemple. Mais tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est plus courageux, quoi. En tout cas, je pense que ce joueur est assez fascinant et c'est un joueur que j'aime beaucoup de par son attitude. Alors après, à tort ou à raison, on aime ou on n'aime pas. Ok, ça c'est la sensibilité de chacun. C'est pas, j'irais dire à personne ce qu'ils doivent bien évidemment ni penser ni comment ils doivent se positionner vis-à-vis de ça. Moi personnellement, quand je vois cette équipe, quand je vois l'identité qu'elle a, je me dis que quand même Dylan Brooks a un rôle important dans l'histoire parce c'était déjà le cas à Memphis et que de voir aujourd'hui cette équipe de Houston qui terrorise tout le monde et qu'il est encore là central dans ce récit, ça me fait doucement rigoler, ça me fait plaisir. Elle est marrante cette équipe, elle me fait vraiment kiffer, quoi, Oui, oui, très je clairement. suis d'accord, mais après, en fait, Dillon Brooks, toute proportion gardée, c'est un peu Ron Artest, tu vois, c'est le joueur que tu détestes avoir en face, mais que tu es ravi d'avoir dans ton effectif, quoi. Tout à fait. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Pour terminer, j'aimerais savoir, déjà, d'une, qu'est-ce que tu fais de cette rumeur qui était quand même assez assistante. Alors, c'était Kevin Durant qui était nommé. Après, il y a eu des précisions. Certains disaient, oui, mais Houston, c'est soit Kevin Durant, soit Devin Booker également, éventuellement, qu'ils aimeraient récupérer aux Suns. Et ça, c'est dans l'optique où, bien évidemment, les Suns dévisseraient totalement et se retrouveraient à devoir retrouver une certaine santé financière. Donc, chercher à se débarrasser de leur superstar. Est-ce que ça t'avait surpris à l'époque d'entendre le nom de Kevin Durant cité par Wojnarowski, qui est quand même qui était, avant qui s'arrête, l'insider par excellence? Surpris dans quel sens? Surpris que ce soit Kevin Durant qui soit éventuellement ciblé par une équipe comme Houston, sachant que le fait qu'il ait 36 ans, ça ne matche absolument pas avec comment dire, la courbe d'évolution de cette équipe. Bah, c'est sûr que moi, si je suis Houston et que je vois que c'est catastrophique à Phoenix, j'ai plutôt envie d'aller sur Devin Booker, ça c'est sûr, mais c'est moi, et c'est aussi effectivement pour l'âge de Kevin Durant, qui a quoi, il a 36 ans maintenant, Durant? C'est ça, ouais. Bon, écoute, en même temps, enfin, en fait, KD, c'est un profil de joueur où s'il est disponible sur le marché, je pense qu'il y a très peu d'équipes qui vont pas être intéressées en fait. Au-delà de tout questionnement sur l'âge ou sur quoi que ce soit, c'est un joueur qui est tellement fort et tellement important dans la ligue ces dernières saisons que ça a forcément un impact. Maintenant, c'est clair que si c'était sur lui qu'ils faisaient un espèce de all-in, j'aurais du mal à comprendre. J'aurais du mal à comprendre parce qu'on l'a dit, ils ont le temps, ils sont pas pressés et il faut pas qu'ils se plantent en fait, parce que là ils sont quand même sur une dynamique qui est incroyable et cette dynamique elle peut être cassée par un trade. Donc surpris oui, maintenant je serais pas, tu vois, si il faisait un move pour récupérer KD, bah déjà j'attendrais de voir quels joueurs sont dans le trade évidemment, à quel prix. Mais c'est clair que c'est pas le profil sur lequel moi j'ai le plus envie de les voir aller. Hmm. Et s'il y avait un joueur, ton joueur rêvé pour rejoindre cette équipe des Rockets, là on fait fi de toute prétention salariale et quoi que ce soit. Moi personnellement, s'il y a un joueur que j'adorerais voir rejoindre cette équipe, ce serait Tyrese Maxey. Parce qu'à Philadelphie, ça va vite me gonfler de voir Maxey pourrir là-bas si jamais cette situation devait perdurer. Et je trouve que Tyrese Maxey dans cet effectif des Rockets
pourrait faire des merveilles. Ça serait merveilleux, je pense, de l'avoir dans une équipe pareille. C'est une bonne question, écoute. Là, je te prends un peu à froid. Je Bah, je t'en ai pense pas que je parlé. resterais sur Booker en vrai, moi. Ouais, Ouais, Booker. ça m'intéresserait beaucoup. En plus, je trouve que Booker, il a quand même énormément évolué dans son attitude les dernières saisons. C'est plus du tout un joueur qui s'en fout en défense. On l'a vu en playoff, il a pas peur de. Alors, il est limité, hein, c'est pas un grand défenseur, mais il se bat quand même. Tu vois, en termes d'intensité, il y a quand même plus Mmh, grand chose à lui reprocher. Offensivement, il ferait une différence énorme pour cette c'est équipe. vrai. Et vraiment, ouais, j'aimerais bien voir ça. Et en plus, moi, je vais pas me cacher, hein, cette équipe des Suns, j'ai peu de sympathie pour elle et ce trio me plaît pas énormément et j'aimerais bien voir Booker s'en aller et aller dans une autre équipe. Ouais. Ouais, un jeu en pick and roll Booker Şengün, ça Mais peut, c'est ça peut l'enfer, vraiment, c'est l'enfer. vraiment faire suer beaucoup d'équipes. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est vraiment très Et très pénible comme comme paire. écoute, vivement que les Rockets fassent quelque chose. J'ai hâte de voir ce que ça va J'ai être. cru que t'allais dire vivement que les Suns s'effondrent. Non. Non, non, mais enfin, je pense que des mecs comme Booker ou Tyrese Maxey, c'est des mecs qui partent que si ils tapent du pied et qu'ils exigent un transfert. Ah mais c'est Donc ça, clair, c'est donc clair. ça veut dire que la situation doit être vraiment absolument Catastrophique. insupportable. Oui, oui, non, bien sûr. Ouais. Voilà, mais auquel cas, Phoenix, admettons par exemple que les choses ne se passent pas comme il le faut. Le premier gars qui part, c'est clairement Kevin Durant, quoi. Je pense. Euh, C'est pas Booker auquel il s'attache pour. Booker, je pense que tu essayes de lui vendre. Attends, on va recalibrer tout ça. On va faire du move financier. Ah, tu dis ça dans le sens c'est KD qui demande son départ, pas c'est le front office qui veut Non, je trade pense que KD si le avant. front office doit casser le trio et rebâtir quelque chose Ouais, derrière, ouais. je pense que KD est potentiellement le premier mec qu'ils font partir. Ok, c'est Je possible. Ouais. pense. Ouais, ouais, non, c'est tout à fait possible. Je pense pas que Kevin Durant demande à être transféré. Je pense qu'il en a ma claque d'être transféré. Mais est-ce que tu crois que Booker préférerait voir KD être tradé plutôt que Bill? Je sais pas. Ouais, c'est une question difficile. Non, mais de toute façon, la situation des Suns, elle est difficile. Hein. Moi, j'ai pas envie d'être à leur place. Ouais, carrément. Mais Bill, il a pu son. Tiens, je sais même pas. Il a pu sa clause. C'est un autre trade. Je croyais qu'elle avait sauté, mais je sais plus. Je sais plus. Il faudrait vérifier. Alors attends, je vais regarder vite fait, mais effectivement, tac, tac, tac. Est-ce qu'on le sait ou pas? Ouais, 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 ouais. Il y a toujours une clause de non-transfert qu'il a gardée Eh oui, avec un 15% de la somme en cas de transfert. jusqu'en 2027. Donc, quoi qu'il arrive, c'est Booker ou KD. Donc, Quel bonheur. jusque Donc, ça veut dire que t'as 57 millions en 2026-2027, Bradley Bill. Mais le suicide financier que Ah non, c'est, mais de ce toute façon, trio, ce trade, moi, je suis désolé, mais c'est c'est pas, n'importe quoi. non, Ouais, pas donc, terrible. bref, on verra bien. Mais mon instinct me dirait que Houston ne devrait pas faire quelque chose maintenant. Parce que je pense que s'ils font un transfert pendant la saison, souvent les transferts dans la saison, tu donnes beaucoup trop de choses, beaucoup trop de contreparties. Et souvent, c'est pas du tout idéal, en fait. Je suis d'accord. Alors que l'été, c'est notamment au moment de la draft, tout ça, c'est un peu plus évident. T'as le marché des agents libres, t'as plein de choses qui font que tu peux faire des sign and trade, tu peux changer des pics de draft plus facilement. Enfin, Ouais, et puis en plus, enfin, franchement, en fait, cette équipe, elle est en train de se construire une image, tu vois. Enfin, moi, je tout suis à un fait, joueur. une identité, une Oui, culture. Ouais. et puis en plus, il y a un côté, tu vois, moi, je suis un joueur fort offensivement, free agent l'été prochain. Dans un club où tu t'éclates pas. Ouais, franchement, je vois ces Rockets-là, je me dis, mais attends, mais moi j'ai envie en fait, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'avoir tous ces chiens autour de moi qui vont C'est rien lâcher, tu vois, qui vont me permettre moi c'est d'être un peu clair. tranquille offensivement. J'aurai un nombre de tickets shoot large parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de leader offensif. Enfin, honnêtement, c'est vraiment une équipe qui est en train de se créer une image potentiellement très intéressante pour les free agents. Ouais, tout à fait.
On va parler du Magic d'Orlando qui ont perdu Paolo Banchero le 31 octobre dernier, juste au moment où celui qui était rookie de l'année en 2023 semblait exploser sur le devant de la scène. On se souvient tous de son match à 50 points. Euh, il y a une réévaluation annoncée de 4 à 6 semaines. Donc, ça, c'était au moment de la blessure. Donc, un mois et demi. Et là, on saura si ça continue ou si ça continue pas. À ce moment-là, c'était dur de garder espoir dans le fait qu'Orlando arrive à se maintenir dans la conférence Est, surtout qu'on était encore dans l'idée que cette conférence Est était un peu mieux que les années précédentes, ce qui est vrai et pas forcément vrai non plus. Bref, il y a également eu des blessures, d'autres blessures. Wendell Carter Jr., Jalen Suggs a manqué une poignée de match, un ou deux, je crois. Euh, T'ajoutes à ça le fait que Kentavious Caldwell-Pope, qui était une des recrues les plus les plus comment dire les plus importantes de l'intersaison, notamment pour sa capacité à shooter à 3 points, tout ça, et ben Kentavious Caldwell-Pope n'arrive pas du tout à planter ses tirs pour le moment. Et pourtant, voilà Orlando qui est troisième à l'Est. Dans la tourmente, c'est Franz Wagner qui a su saisir l'opportunité pour non seulement prouver que sa contre-performance en playoff la saison passée n'était pas la norme et qu'il méritait le moindre dollar que la franchise a investi en lui offrant une prolongation de contrat digne d'un franchise player pendant l'intersaison. Et c'est exactement comme ça qu'il joue actuellement. Le Magic a remporté 10 de ses 11 derniers matchs. C'est affolant. Ouais. Avec Wagner qui tourne avec des moyennes de superstar, certains le comparent à, voilà, enfin, si tu regardes ses stats, c'est comparable avec des monstres de la ligue historique. Charles, on avait parlé de Franz Wagner, toi et moi, comme un des joueurs les plus attendus de la saison. Décidément, on n'a pas été mauvais sur notre preview de la saison. Est-ce que tu es surpris des performances actuelles de Franz Wagner? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il affiche un tel niveau? Toi qui as notamment vu ce match face aux Lakers où il a planté ce 3 points. Non, non, mais je dis pas ça pour être. Ça m'aurait étonné, tu vois. Arrête, mais arrête. Mais je dis pas ça pour être désagréable. Je dis juste que c'est certainement un match qui t'a mis, qui a participé à te forger une opinion assez pertinente de Franz Wagner. Oui, bah, évidemment, non, évidemment. En fait, c'est clair, Il nous a déjà tout fait pour sur ce match. revenir sur ce que tu as dit, effectivement, quand Banchero s'est pété après 5 matchs, on était forcément inquiets. Parce que tu as cité son match à 50 points, mais globalement, il tournait à 30 points, 9 rebonds, 6 passes ou un truc comme ça. Enfin, c'était délirant. Dans la foulée de cette blessure, en plus, il y a une série de 4 ou 5 défaites, je sais plus, mais en fait, c'était juste le temps de s'adapter. Et depuis là, on en est à 15 matchs sans jouer sans Banchero, 10 victoires pour 5 défaites. Tu l'as dit, 10 victoires sur les 11 derniers matchs. Il y a que les Clippers qui les ont fait tomber récemment. C'est la seule équipe qui est encore invaincue à domicile, il me semble. C'est une stat qui est marquante, qui leur permet d'être confortablement installés sur le podium à l'Est derrière les Cavs et les Celtics. Et effectivement, comment ne pas parler de Wagner? Depuis la blessure de Banchero, il est à 25 points, quasiment 6 rebonds, 6 passes. Il se donne des deux côtés du parquet et honnêtement, je trouve ça remarquable parce qu'il faut être clair, en l'état actuel, l'attaque du Magic, elle repose quand même énormément sur ses épaules. Et malgré ça, il se cache pas en défense, il se repose pas sur ses coéquipiers qui sont quand même plus spécialisés en la matière. On l'a rappelé, il a signé un contrat qui était colossal l'été dernier et il est en train de le justifier et ça fait très très plaisir. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer avec le retour de Banchero. J'ai aucun doute sur le fait que Mosley va trouver des solutions pour le réintégrer et pour trouver un système qui permettra aux deux joueurs de s'épanouir ensemble. On voit bien que c'est un coach qui sait s'adapter, qui a pas peur de tenter des choses. Donc ouais, j'ai très très hâte de voir comment ça va se passer. Et cette équipe d'Orlando, elle est incroyable. Enfin, tu vois, les ressources qu'ils ont déjà. Mosley a trouvé des solutions très rapidement pour compenser l'absence de Banchero et ça aurait pu être un vrai coup au moral cette blessure parce que il faisait un début de saison énorme. Orlando c'est une équipe ambitieuse mais qui reste quand même plutôt jeune. Bref, ils auraient pu traverser un début de saison compliqué et finalement pas du tout. Et même quelque part en fait cette blessure elle pourrait avoir un impact positif. D'abord donc sur le développement de Franz Wagner qui montre qu'il a le calibre joueur All-Star sans aucun problème, mais aussi sur l'état d'esprit collectif de ce groupe qui défensivement se donne chaque soir. On vient de parler de Houston, qui ne se cache pas et qui est Mmh. extrêmement intense et Mmh. défensif. Cette équipe d'Orlando, c'est pareil, défensivement, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, ils ont la troisième meilleure défense de la ligue et ça joue énormément dans leur bilan collectif.
Ouais, et là encore, on est face à un collectif absolument incroyable. Juste t'as tout à fait raison. 9 victoires, 0 défaite à domicile pour Orlando. C'est la dernière équipe invaincue, effectivement, à la maison. Euh, Ce que je veux dire, c'est que cette équipe d'Orlando a a une puissance collective assez impressionnante. Franz Wagner, il est capable de tout faire. Ouais. Pull-up, création, pour lui, pour les autres, jeu en pénétration, tir de loin, défense. C'est un excellent défenseur, Franz Wagner. Il sait très bien utiliser sa taille. Comme beaucoup de joueurs européens, il est très bon dans le positionnement. Il sait exactement où se mettre, comment se mettre, il anticipe extrêmement bien parce il est excellent dans la lecture du jeu, donc il comprend ce qui est en train de se passer devant ses yeux. Et c'est une qualité d'intelligence qui qui n'est pas pour tous les joueurs. Et je pense que c'est une des parties de son jeu qui est le plus impressionnante en fait. C'est ce fait qu'il sache absolument tout faire sur un terrain. Et derrière ça, comme tu dis, Jamal Mosley arrive à trouver des solutions. Il y a aussi une très bonne, comment dire, un très bon travail du front office pour identifier des talents. J'ai envie de parler d'Anthony Black. Là, t'as comment il s'appelle, Tristan da Silva, qui Ouais. montre des choses, qui joue des minutes. Et Titulaire t'as la, tranquille. voilà, le mec, il est là, il joue tranquillement, il se pose pas de questions, il prend ses tirs quand ils sont ouverts. Ça rentre pas, ça n'impacte en rien son énergie sur le terrain. T'as Goga Bitadze, le mec joue absolument pas. Et puis tout d'un coup, on le dit, ah bah tiens, on a besoin de toi parce que, comment il s'appelle, Carter Junior est blessé, il faut que tu prennes le relais. Vas-y, j'arrive, c'est moi qui est le meilleur rebondeur de l'équipe en moyenne. Ouais. L'an dernier, il avait déjà montré des très bonnes choses. Bitadze, j'ai toujours adoré ce joueur parce que je trouve que c'est un excellent joueur qui a un vrai talent. Alors c'est un role player, hein. Clairement, c'est pas forcément un titulaire dans cette ligue. Ouais, mais là, c'est un role player à 25 minutes par match, quoi. Mais c'est un role player à 25 minutes par match et qui plus est, qui est capable de tenir la baraque, mais Ouais. plus que bien, quoi. Même défensivement, je veux dire, c'est quelqu'un de sérieux. T'as Jonathan Isaac, t'as Cole Anthony, t'as Gary Harris, t'as le fils de John Howard. Tous ces mecs-là, c'est très drôle aussi. J'ai vu un article là où Jamal Mosley parlait de l'importance de Corey Joseph, qui alors lui joue quasiment jamais, mais l'importance de Corey Joseph dans le vestiaire. Comment il a insufflé un élan positif dans le vestiaire pour essayer de faire du management positif auprès des joueurs, quoi. Et il a apporté ce savoir-faire grappillé tout au long de sa carrière. Je tiens à rappeler qu'il est passé par les Spurs. Maurice Wagner aussi, qui est impressionnant, pareil, qui tire à 3 points, qui se bat sur tous les ballons, qui prend des rebonds, qui fait des comptes, qui fait des écrans. Elle est incroyable, cette équipe. Tu vois, c'est pour ça que je suis content qu'on parle de ces deux équipes-là aujourd'hui. C'est parce que Orlando et Houston, ce sont deux équipes qui, quand tu les regardes jouer, jamais t'as l'impression que les mecs prennent ça par-dessus la jambe, quoi. Ouais, Il je y suis a d'accord. jamais un joueur qui est là où tu te dis, putain, mais franchement, les mecs, ils en ont strictement rien à péter, quoi. Oui, et puis tu sens que c'est des équipes, c'est des effectifs qui sont vraiment cohérents et qui ont vraiment la confiance de leur coach. Enfin, tu vois, tu as parlé de la rotation. La rotation, elle est aussi large aussi parce que Mosley, il a confiance en son effectif et aussi parce que chaque joueur sait ce qu'il doit faire. Tout le Tout monde à connaît fait. son rôle et l'exécute La parfaitement. définition des rôles, ouais, bien sûr, tout à Ouais, fait. et ils ont des atouts défensifs qui sont différents de ceux des Rockets. Leur défense repose notamment sur le fait de verrouiller la raquette. Et en fait, ils sont capables de constamment s'adapter à ce que fait l'attaque en face. Et il y a des mecs dans cet effectif, il y a des mecs qui sont des plaies défensivement. Suggs, Isaac notamment, Anthony Black, tu l'as cité, il est en train de s'imposer dans la rotation. Et alors j'ai vu passer la stat il y a quelques jours, il est parmi les tout meilleurs meneurs de la ligue en défense pour limiter l'adresse de ses adversaires. Ils ont des séquences défensives qui sont terribles parfois. Je me rappelle, je crois que c'était il y a 10-15 jours, le match contre Indiana, où il y a des séquences, mais vraiment, mais j'étais mal à l'aise pour les Pacers, tellement ils pouvaient rien faire. Vraiment, c'était Ouais. horrible. Et pourtant, on sait que les équipes de Carlisle, pour attaquer, en général, il y a du monde. Mais Ouais, ouais, on va en parler de ça tout à l'heure. c'est super. Enfin voilà, alors il y a quand même un élément, moi, c'est comme pour les Ouais. Lakers la semaine dernière. Je vais quand même un tout petit peu pondérer l'enthousiasme parce que
Ils ont quand même pas eu un calendrier horrible. Depuis la blessure de Banchero, en réalité, les quelques matchs face à des adversaires vraiment compliqués sur la période, ils les ont perdus. Les Cavs, les Mavs, le Thunder. Ils ont battu quelques équipes sérieuses. On va pas non plus être caricatural, mais sur la période, il y a qu'une seule victoire contre une équipe du top 6 de sa conférence. C'était contre les Lakers, évidemment, Mmh. avec cette victoire d'un point arrachée par À Franz l'arraché, Wagner. ouais. Voilà, ça reste une belle perf. Tenir son rang comme ça, malgré l'absence de son franchise player, c'est tout à fait remarquable, mais il faut quand même préciser que c'est pas l'adversité la plus compliquée qu'ils auront de la saison. Donc ouais, moi j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer avec le retour de Banchero. Encore une fois, vraiment son début de saison, il était incroyable. Alors c'est un échantillon qui est microscopique, 5 matchs, mais sur ces 5 matchs, moi j'ai vraiment eu la sensation qu'il avait appris des choses de l'année dernière et qu'il les avait bossés cet été. On l'a notamment vu être beaucoup plus agressif pour aller chercher des lancers francs. Alors oui, je sais, ça plaît pas à tout le monde, mais de fait c'est un élément qui est très important du jeu et vu ses qualités, bah, il aurait tort de s'en priver. Donc ouais, cette équipe, elle est chouette à voir également. Oui, il y a un problème de shoot. Oui, c'est la pire équipe de la ligue à 3 points en termes d'adresse. Et malgré ça, ils en prennent beaucoup trop. Ils sont dans le premier tiers des équipes qui en prennent le plus. Bon, c'est un truc qu'il va falloir régler. Il va falloir améliorer la sélection de tirs, trouver des solutions pour créer plus de bons tirs, des tirs ouverts en variant les systèmes. Peu importe, ils ont le temps de régler cet aspect d'ici au playoff. De toute façon, cette équipe, c'est en playoff qu'on va la juger. Cette équipe d'Orlando, elle ambitionne de faire mieux que la saison dernière. Donc c'est en playoff qu'on les jugera, mais c'est clair que pour le moment, ce qu'on voit, c'est hyper encourageant. En fait, le truc, tu as raison de pondérer le calendrier, c'est toujours un point excessivement important à pointer du doigt quand on parle de séries de victoires et de la bonne forme d'une équipe. Ceci étant dit, Banchero, il se blesse face à Chicago Ouais. le 31 octobre. Ensuite, ils enchaînent sur 4 défaites consécutives. Et Wagner, il est pas dans son, il est pas dans son assiette. Il fait pas des bons matchs. Oui, mais c'est 4 matchs que Euh, tu dois perdre sur le papier, sauf Indiana. ouais, ouais, bien Tu vois. sûr. Mais au-delà de ça, Wagner, à ce moment-là, il est pas, t'as l'impression qu'il est encore dans le dur de ses playoffs passés. Ouais, ouais. Enfin, c'est pas le mec qui a explosé tout d'un coup juste après, quoi. Non, non, je suis d'accord. Ouais. Euh, et c'est ça qui est important du côté d'Orlando, c'est que ils ont eu 4 défaites consécutives, Cleveland, Dallas, Oklahoma, Indiana, et ensuite, alors certes, ils ont affronté des équipes plus modestes, mais encore, il faut toujours aller les gagner ces matchs-là. Je veux Et dire, oui, c'est on a ça. vu on a vu des bonnes équipes perdre contre des équipes moyennes, voire nazes. Et on se dit, des fois, tu regardes le box score du matin et tu te dis, ah putain, ils sont allés perdre contre les Pelicans ou contre Et les c'est ça, Wizards, je sais pas surtout qui. quand t'as des absents, tenir ton rang quand t'as des absents C'est face à des ça. équipes plus faibles, c'est pas facile. Et il suffit de regarder la saison des Sixers pour s'en rendre compte. Et je pense que ce qui est le plus important dans dans cette dynamique des Magic, au-delà des victoires, pour moi, ça pourrait être, plutôt que 10 victoires en 11 matchs, tu pourrais me dire, tiens, ils ont eu 7 victoires en 11 matchs. Pour moi, ça change pas tant les choses parce que ce qui est important dans l'histoire, selon moi, c'est le fait que Franz Wagner, ça lui permette de gagner en confiance, d'exprimer des choses sur le terrain où on était, enfin, où tout le monde n'était pas certain, il n'y a pas une certitude absolue dans le fait qu'il puisse être ce joueur-là. Ah bah il y avait Et des gros aujourd'hui, doutes sur son contrat. voilà. Et aujourd'hui, je pense que même Orlando, même le front office d'Orlando, qui était peut-être les plus convaincus de son talent, se disent, ah ouais, tiens, l'éventail de ce qu'il est capable de faire sur le terrain, je pense que ça peut changer la perception de comment, au retour de Paolo Banchero, les choses doivent ou peuvent évoluer. Et tu vas me dire ce que tu en penses, mais de façon à la fois très différente et à la fois très similaire, j'ai l'impression que concernant Banchero et Wagner, on est sur potentiellement à l'avenir sur des questions comme il y a pu avoir autour de Jason Tatum et Jalen Brown, à Ouais. savoir, est-ce que ce sont des joueurs qui peuvent être complémentaires? Est-ce que ce sont des joueurs qui peuvent coexister et dont le jeu ne va pas s'annuler, à savoir, ils ont tous les deux besoin d'avoir le ballon pour créer, pour exprimer leur talent, pour exister à 100% de leur capacité sur le terrain, et à quel point et le front office et le coaching staff et ces 2 joueurs-là vont être en mesure de faire fonctionner ce duo qui, si jamais ils y parviennent, le Magic est assis sur une mine d'or. Clairement.
Ah oui, oui, non mais tout à fait. Non mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et effectivement, c'est un des gros enjeux de la saison. En fait, c'est la capacité de Jamal Mosley à réintégrer Banchero en Tout à fait. permettant à ces deux joueurs-là de s'épanouir. Et c'est extrêmement important pour l'avenir de cette équipe. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. C'est pour ça moi que j'ai autant hâte du retour de Banchero. Déjà parce que je pense sincèrement qu'il a pris une dimension qui est extraordinaire, mais en plus parce que de la capacité de faire fonctionner ce duo dépend énormément de choses de l'avenir du Magic. C'est clair et net. Et attention, quand on dit les faire fonctionner, on parle bien de les faire fonctionner ensemble, pas de les faire fonctionner l'un après l'autre. Tu vois, il faut pas qu'ils coexistent. Il faut vraiment qu'ils soient capables d'être en symbiose et de fonctionner ensemble. Et là, à ce moment-là, cette équipe, ça va vraiment devenir quelque chose de très, 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 très flippant pour la concurrence. Ouais, on a un noyau dur côté Magic. On a Banchero qui va devoir renégocier, enfin, il va devoir faire son extension, il en a pas eu une. Bon, il va Donc il l'avoir. doit. Ouais, ça c'est sûr. Et ça sera cet c'est, été, ça c'est une sera cet été d'ailleurs. formalité. Un contrat Les, max les- sans problème, je pense. ouais, les conversations vont débuter cet été. Ensuite, tu as Jonathan Isaac qui a signé son contrat et donc qui va être payé 15 millions, entre 15 millions et 14,5 sur les 4 ans. Ça, je crois qu'on avait parlé de ce contrat d'ailleurs, qui est pareil, qui est assez bizarroïde. Donc lui, il est signé jusqu'en 2029. Wendell Carter Jr. qui est signé jusqu'en 2029. Jalen Suggs qui est signé jusqu'en 2030. Et Franz Wagner qui est signé jusqu'en 2030. Contrat max quasiment. Sachant que Suggs, on est aussi sur un dégressif. On est aussi sur un dégressif Suggs, C'est incroyable. ce qui est complètement incroyable. Et ça rentre en vigueur la saison prochaine. Ouais. Donc on est à Orlando sur, pareil, un peu comme Houston, on est sur une phase où il y a de la marche salariale, il y a des pics de draft, il me semble. Enfin, c'est sûrement moins Houston. Tiens, j'ai pas regardé les pics de draft dans Orlando, tiens. Il faudra que je regarde ça. Mais on est sur une équipe qui est en train d'arriver à un moment charnière de son évolution. Cette saison-là, c'est encore une saison de construction, d'analyse, et on voit un petit peu qui fait quoi et comment. Et après, il y aura des décisions à prendre beaucoup plus sérieuses. Et là, on rentrera dans le vif du sujet concernant le Magic. C'est-à-dire qu'après, chaque erreur sera payée au centuple avec cette nouvelle convention collective. Mais, euh, mais en termes dans leur capacité d'identifier des talents à la draft, on parlait d'Anthony Black et de Tristan da Silva, euh, d'entourer les jeunes avec des vétérans, que ce soit Corey Joseph ou Caldwell Pope, d'avoir des défenseurs, d'avoir des talents. Cette équipe, elle a toutes les cartes en main pour vraiment devenir une des équipes les plus importantes de la conférence Est sur les prochaines années à venir, quoi. Très clairement, quoi. C'est Ouais, ouais, magnifique. je suis d'accord. Et sur cette saison, t'as quand même, en fait, pour moi, t'as quand même quelques attentes, mais qui sont vraiment liées aux playoffs. Tu vois, par exemple, Tout à fait. t'as envie d'être rassuré sur la capacité de Franz Wagner à ne pas Tout s'effondrer à en fait. playoffs, tu vois, comme il l'a fait sur le Game 7 de la saison dernière. Alors, après, Mais faut complètement. pas tirer des conclusions hâtives non plus, tu vois. Se louper sur un Game 7 à 21, 22 ans, ça arrive, tu vois, il y a aucun problème là-dessus. Et il avait pas peur de prendre les tirs. Pour moi, c'est hyper important quand même. Oui, oui, bien sûr, oui, je suis Il d'accord. n'était pas là à Oui, fuir il s'est pas ses caché. responsabilités. Il s'est Voilà. pas caché du tout, effectivement. Mais donc ouais, cette équipe, c'est comme on disait avant le début de la saison, cette équipe, elle est ultra intrigante, elle a un potentiel qui est très très important, elle a fait des moves qui sont pertinents. Alors ok, KCP met pas ses shoots, mais n'empêche que j'ai aucun doute sur le fait qu'il a un rôle important dans le Grave. vestiaire, que Mais carrément. défensivement il apporte. Enfin, tu vois, c'est pas non plus comme si c'était un échec ce trade. Donc Et ouais, non, puis ça va il y a des arriver. choses. On est même pas 20 matchs dans la saison. Je veux dire, il a Oui, largement le temps de oui, se c'est mettre en clair, marche, hein. c'est clair. Ce qu'on attend de Contavious Caldwell Pope, c'est qu'en playoff, s'il y a un mec qui aura peur de rien et qui saura exactement quoi faire, c'est lui, quoi. Ouais, et puis il y a encore des mecs, enfin, moi par exemple, bien malin, celui qui est capable de me dire où la progression de Jalen Suggs va s'arrêter, par exemple, tu vois. En fait, il y a aussi ça qui est cool dans cet effectif, c'est qu'il Complètement. y a des mecs qui sont très intrigants, en fait, quoi. Ouais, et puis t'as un papier là sur les Athletics sur l'amitié qui lie Jalen Suggs à Wendell Carter Jr. C'est trop bien. Il y a trop de trucs ultra cool dans cette équipe, quoi. C'est Et même vraiment. un Anthony Black, hein, moi je suis incapable Ouais, de dire aujourd'hui quelles sont les limites d'Anthony Black. C'est intriguant, vraiment. carrément. On va terminer ce podcast en parlant de Tyrese Haliburton. Il y a un an, Tyrese se hissait vers le sommet de la NBA. On en a parlé aussi, toi et moi, de Tyrese Haliburton. Beaucoup, parce qu'il y a un an, toutes ses performances le plaçaient parmi l'élite.
C'était vraiment très, très, très. Son début de saison était hors norme. C'était impressionnant. Le mec, c'était Steve Nash puissance 2 bientôt, quoi. C'était ridicule à quel point il était fort. Euh, Et ce qui est très drôle, c'est que il avait été transféré par les Kings et tout d'un coup, c'était un peu sa façon à lui de dire aux Kings, hey, les gars, vous avez merdé, mais absolument Ouais. terriblement, Une quoi. fois de plus. Vous avez pas choisi, vous avez pas parié sur le bon cheval, quoi. Ce qui est pas évident à dire quand on parle de De'Aaron Fox, qui est quand même un des tout meilleurs meneurs de la ligue. Euh, et qui, je pense, a totalement motivé la décision des Kings de faire ce transfert. Bref, ensuite il s'est blessé aux ischio-jambiers et depuis lors il a plus été le même. Et ce qui est très 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 étrange quand tu te repenches un peu sur l'histoire, c'est qu'en raison des quotas de matchs à jouer pour prétendre aux récompenses de fin de saison, qui ont leur importance contractuellement pour les joueurs, Haliburton est revenu beaucoup plus rapidement que prévu sur les terrains. Et trop peut-être. Indiana a fait son parcours, ils se sont qualifiés en playoff. En playoff, ils ont été excellents. Ils se sont hissés jusqu'en finale de conférence, personne ne les attendait là. Ils se sont fait sortir en 4 matchs secs, mais disputés contre Boston, champion en titre. Cet été, il a quasiment pas joué avec la Team USA, Ouais. championne olympique. Et ce début de saison, il a eu beaucoup de performances moyennes, voire décevantes. Euh, Avec cette tendance qu'il a d'être complètement à côté de la plaque, notamment que tu regardes ses stats à l'extérieur, c'est dramatique. C'est dramatique. La différence entre Tyrese Haliburton qui joue au domicile et Tyrese Burton qui joue à l'extérieur, c'est le jour et la nuit, quoi. Et il y a plein de fans qui se demandent, alors, est-ce qu'il est ralenti par ses blessures? Est-ce qu'il n'a pas eu le temps de se remettre comme il le faut? Est-ce que son début de saison de l'an dernier, c'était un mirage? Est-ce qu'il n'y a pas eu un accès d'arrogance? Est-ce qu'il s'est pas vu trop beau, trop vite, tout de suite? Charles, je sais que tu apprécies les Pacers. Toi et moi, on apprécie énormément Tyrese Haliburton parce qu'il était vraiment ultra séduisant la saison dernière. Et je voulais vraiment avoir ton sentiment sur le sujet parce que ben, c'est pas souvent qu'on voit soit un crash, soit on est trop impatient de le voir se remettre d'une blessure qui est manifestement peut-être plus impactante que ce qu'on imaginait. Bah, il y a très clairement deux Haliburton différents cette saison. Il y a celui à domicile, 23 points, 9 passes à 43% à 3 points, et celui à l'extérieur, 12 points, 8 passes à 22% à 3 points. Et c'est un problème qui est énorme parce que C'est pour son fou. équipe, en fait, cet écart statistique, il se reflète complètement dans le bilan collectif des Pacers. C'est 7 victoires, 2 défaites à domicile, 2 défaites, 8 victoires à l'extérieur. C'est quasiment en miroir, si tu veux. Donc, moi, je crois pas que ça soit un problème physique. D'abord parce que bah, ces stats à domicile, en réalité, elles sont dans la lignée de ce qu'il faisait la saison dernière. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est que il est dans la lignée de ce qu'il faisait la saison dernière à domicile. Donc, j'ai du mal à croire que ce soit un problème physique qui se manifeste bah, uniquement, tu vois, quand il est en déplacement. Je comprendrais pas très bien. Donc pour moi, c'est un peu rassurant de voir que c'est pas un problème physique. J'imagine que c'est probablement un blocage mental en théorie, mais probablement rien d'insurmontable. En tout cas, je l'espère. Il a prouvé quand même la saison dernière qu'il était capable d'être très performant en terrain hostile. Faut pas oublier qu'en playoff la saison dernière, il claque un match à 34 points au Madison Square Garden à plus de 60 points, à plus de 60% à 3 points. Dans le match 7, toujours au Madison Square Garden, il en met 26 à 50% à 3 points. Enfin, c'est pas une tendance lourde dans sa carrière, ces Ouais, difficultés à ouais, bien sûr. l'extérieur. Donc, j'ose espérer que c'est un problème qui va être réglé à un moment ou un autre. J'imagine que ses coéquipiers et son coaching staff peuvent l'aider à surmonter ça. D'ailleurs, on sait que Pascal Siakam en a discuté avec lui il y a quelques jours, qu'il a essayé de le rassurer, de lui dire de pas se mettre trop de pression, et c'est bien parce que c'est aussi ça qu'on attend d'un joueur comme Siakam, plus expérimenté qu'Haliburton, capable d'incarner ce leader de vestiaire. Alors, depuis cette discussion, on a eu droit à 2 très bons matchs d'Haliburton, Tout mais à fait, on ouais. va pas s'enflammer parce que c'était à domicile. Donc, Hmm. on va attendre de voir comment ça se déroule sur les prochaines sorties des Pacers. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est extrêmement frustrant parce que voilà, tu l'as dit, Haliburton, c'est un joueur, toi et moi, qu'on aime beaucoup voir jouer. C'est un joueur qui a des qualités extraordinaires et qui peut être, en fait, quand il est bien, Haliburton, il est tellement fun à regarder balle en main. C'est vraiment le fun incarné, ce mec. Donc j'espère qu'il va pouvoir se remettre à l'endroit
et que les Pacers vont pouvoir un peu redresser la barre à l'extérieur, parce que c'est impossible d'être ambitieux quand tu n'es pas foutu de gagner des matchs à l'extérieur, en fait, tout simplement. C'est trop problématique. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement ce qu'il a expliqué dans beaucoup d'interviews, le fait que il essayait de retrouver justement cette joie de jouer, ce bonheur qui transpirait dans sa façon de jouer Ouais, bah ouais. la saison en début de saison dernière. C'est cette espèce d'énergie, cette capacité d'emmener l'intégralité de ses coéquipiers avec lui dans un espèce d'élan à la fois un peu voilà avec un peu de prétention, avec mais en même temps un talent absolument incroyable sur le terrain, des passes, des tirs, tout ce que tu veux. Enfin, il faisait absolument la totale à chaque fois. Et ça gagnait, qui plus est. Donc, euh, donc ça, il l'explique bien que aujourd'hui, c'est ce qu'il essaye de retrouver. Et il explique que là, c'est des dernières victoires, effectivement, dont tu parles. Bah, ça corrige pas mal de choses mentalement. Que mentalement, ça lui permet de se sentir mieux. Et il explique aussi qu'il y a pas mal de gens autour de lui qui lui ont envoyé des images de sa façon de réagir sur le terrain en disant mais regarde, tu vois ton attitude quand tu rates un tir, quand tu fais quelque chose, quand tu fais des erreurs, bah ton body language, ton langage corporel est pas bon, ton attitude est pas bonne parce qu'on voit bien que ça impacte tout ce que tu fais et ça finit par impacter le collectif également. Ouais, il transpire la frustration, ce qui n'était pas du tout le cas Exactement, l'année ouais. dernière, ouais, je suis d'accord. Exactement. Et Rick Carlisle aussi en a parlé de ça. Il a bien expliqué que là, aujourd'hui, les Pacers essayaient de s'accrocher à ce qu'ils pouvaient. Ils essayaient de remporter les matchs qu'ils pouvaient, en espérant que il y ait une amélioration qui pointe le bout de son nez à un moment donné. Parce que l'an dernier, c'était la meilleure ACAP. C'était une attaque historique de l'histoire de la NBA. Ouais. Et là, on en est excessivement loin, quoi. Mais après, le côté très positif pour ces Pacers-là, c'est de se rendre compte qu'en réalité, ils sont absolument pas décrochés. Aujourd'hui, Indiana, ils sont septième à l'Est. Tout à fait. Ils sont au contact du top 6. En plus, leurs difficultés, elles sont à l'extérieur. Et en fait, là, je me regarde en ayant le classement sous les yeux mais en fait, les équipes à l'Est, elles sont incapables de voyager. C'est terrible. Même Orlando est en Ouais. 4-7, les Bucks sont en 2-6, les Pacers en 2-8. Enfin, c'est terrible pour ces équipes qui pourtant, Bucks et Orlando sont tous les deux dans le top 6. Enfin voilà, c'est pas non plus, on n'est pas du tout sur un début de saison qui est irrémédiable en fait. Il y a aucun problème. On n'est pas Cette équipe, elle est pas larguée, elle est pas du tout dans la situation des Sixers par exemple. Donc Haliburton, évidemment, il doit se remettre à l'endroit, mais il n'y a pas non plus, pour l'instant, il n'est pas en train de coûter à son équipe, tu vois, Tout des à fait. chances de se qualifier en playoff quoi. Et c'est aussi ça qui est le plus important, et c'est aussi pour ça que le rôle de ses coéquipiers qui vont le rassurer, lui dire de pas se mettre trop de pression est très important. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire au fait qu'il va réussir à trouver le déclencheur pour se remettre à l'endroit. J'ai aussi envie d'y croire parce que j'ai envie de revoir Haliburton et ces Pacers-là fonctionner comme ils fonctionnaient la saison dernière, évidemment. Mais ouais, pour moi, c'est beaucoup plus mental que physique. Et je pense que ça va finir par se débloquer. Ouais, c'est vrai que c'est assez frustrant, effectivement. Toi et moi, on aimait beaucoup les Pacers en année parce que c'était une équipe sans temps mort. Et t'étais sûr, en te branchant sur un match des Pacers, que t'allais passer un bon moment. C'était Exactement. du pur basket, quoi. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Tu savais en regardant un match que ça allait C'est être fun, ça, en fait. Ouais, c'est ouais. ça. Et là, aujourd'hui, pouah, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, à chaque fois que je regarde les Pacers, c'est souvent compliqué, quoi. Ouais. C'est souvent compliqué. Voilà, c'est beaucoup de frustration, c'est pas toujours fun, quoi. Ouais, mais Et même dans là, les attitudes, comme tu l'as dit, on sent qu'ils prennent moins de plaisir que la saison ouais, dernière. ouais, Clairement. Très, très clairement. ouais, ouais. Et je pense que le fait d'avoir atteint les finales de conférence, d'avoir fait naître quelques ambitions pour attaquer la nouvelle saison, parce que le transfert de Siakam aussi a changé la donne l'an dernier. Clairement, les Pacers indiquaient à tout le monde que bah on est en train de jouer, on a envie de jouer parmi l'élite de la conférence Est au Ouais. minimum. Et ils finissent en finale de conf. Donc c'est pas rien du tout même. Oui, et même les regards sur Haliburton ont changé, quoi. Voilà. Donc très franchement, je me pose vraiment la question de savoir si cette équipe est capable de changer de changer la dynamique et à quel moment ça va se passer s'ils y parviennent. Parce que j'ai du mal à croire. Alors,
Haliburton, pour moi, est la clé. Si Haliburton arrive à décoincer ce qui l'empêche d'avancer, je pense que cette équipe peut reprendre le chemin qu'elle est en train d'emprunter avant que ça se casse la gueule, quoi. Ouais, je l'espère. Après, c'est peut-être juste une histoire de statut à digérer, tu vois? Haliburton, Peut-être. en play-off la saison dernière, on l'a vu un peu se chauffer avec des fans, dans les tribunes, contre New York, tu vois? Au Madison Square Garden. Enfin, tu vois, il y a peut-être aussi un peu un côté où genre, la saison dernière, il était vraiment purement dans la joie et le plaisir de jouer au basket et aujourd'hui, bah, il est aussi un peu pris pour cible, et il doit aussi digérer ça. Je sais pas, c'est possible. De toute façon, voilà, c'est un peu de la psychologie de comptoir, tu vois? Mais Ouais, on est un complètement. peu obligé de combler le vide. On sait pas très bien ce qui se passe, alors on fait des théories. C'est le principe de la discussion et du podcast. Tout à fait. Merci, Charlie. Bah écoute, merci à toi, c'était comme toujours un plaisir. Yes, toujours un plaisir d'échanger avec toi, Charles. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.